Cette vidéo intègre en fin de vidéo une collaboration commerciale avec la CNCC pour vous parler d'un métier qui recrute beaucoup en ce moment, celui d'auditeur légal. Plus d'informations du coup en fin de vidéo. Depuis mardi dernier, la Corée du Nord envoie vers la Corée du Sud des ballons remplis de déchets, de papier toilette ou encore d'excréments d'animaux. Le gouvernement nord-coréen parle de liberté d'expression, tandis que la Corée du Sud dénonce, je cite, une action de bas étage. Alors j'en suis conscient, dit comme ça paraît assez insolite, drôle peut-être aussi, mais c'est en réalité un petit peu plus sérieux que tout cela, alors que la Corée du Sud vient de suspendre un accord militaire majeur avec son voisin. On va donc voir tout ça ensemble. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité du jour. Alors depuis mardi, près de 1000 ballons remplis de déchets ont été lancés sur la Corée du Sud, selon l'état-major interarmé de la Corée du Sud. À l'intérieur, on trouve donc des piles usagées, du papier toilette, des mégots de cigarettes, du plastique et même, je le disais donc, des excréments d'animaux. Alors ça peut faire sourire dit comme ça, mais c'est un sujet qui est en réalité pris très au sérieux par les autorités sud-coréennes. Alors les ballons, ils ont atterri dans des zones assez peuplées, notamment des provinces du Nord, dont la capitale d'ailleurs Séoul, et près de 600 ont été lancés sur la seule journée de dimanche, soit entre 20 à 50 ballons par heure. On est quand même sur un rythme donc assez important, et même si aucune substance dangereuse n'a été trouvée dans les ballons, eh bien les autorités sud-coréennes recommandent d'éviter tout contact. Alors finalement, la Corée du Nord a annoncé ce dimanche la suspension temporaire de l'envoi de ballons vers la Corée du Sud, mais ça pose donc cette question quand même assez importante: quel est le but de la Corée du Nord avec de tels envois? Eh bien, le gouvernement nord-coréen affirme que ce qu'il qualifie, je cite, de cadeaux sincères vise à riposter à l'envoi en Corée du Nord de ballons remplis de tracts de propagande contre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. En fait, il faut savoir que depuis plusieurs années, des militants sud-coréens envoient de l'argent, du riz ou alors des clés USB de fiction télévisée sud-coréenne directement aux Nord-Coréens, ce qui ne plaît pas du tout au gouvernement nord-coréen qui craint une menace pour son pouvoir alors que l'information, y compris les éléments culturels, sont contrôlés de façon importante en Corée du Nord. Alors il faut savoir que le Parlement de Corée du Sud avait voté une loi en 2020 pour criminaliser des envois de tracts politiques ou autres vers la Corée du Nord, mais cette loi finalement elle avait été annulée l'an dernier car elle était accusée de violer la liberté d'expression en Corée du Sud. Et donc je le disais, sur ces derniers envois nord-coréens, la Corée du Sud et le gouvernement sud-coréen répond avec beaucoup de sérieux. Selon eux, cette initiative nord-coréenne, elle va à l'encontre d'un accord d'armistice qui a mis fin au combat entre les deux Corées en 1953. Si vous voulez en savoir plus sur la guerre entre les deux Corées, on avait fait un format long il y a environ 1 an et demi sur notre chaîne YouTube principale. Je vous mets donc le lien de cette chaîne et de la vidéo directement en description. En réponse à cela, la Corée du Sud a donc annoncé qu'elle allait suspendre totalement son accord militaire conclu en 2018 avec la Corée du Nord, et ce, je cite, jusqu'à ce que la confiance mutuelle entre les deux Corées soit rétablie. Alors on va pas revenir sur l'accord de 2018, mais c'est un accord en fait qui visait à réduire les tensions dans la région et notamment le long de la frontière entre les deux Corées, une frontière qui est extrêmement sécurisée et avec un fonctionnement assez unique avec des zones tampons, etc. tout le long. Bon, mais à noter que cet accord qui visait donc à réduire les tensions, il avait déjà été partiellement suspendu en 2023 après la mise en orbite par la Corée du Nord d'un satellite espion. À ce moment-là, la Corée du Nord avait affirmé que de toute façon, elle ne le respecterait plus. Bon, et au passage, là où la Corée du Nord est assez malin sur son coup, c'est que, il faut savoir que le pays, la Corée du Nord, est donc face à des sanctions, mises en place par l'ONU. Des sanctions qui ont été mises en place en réponse à ces programmes nucléaires et de missiles balistiques considérés comme une menace à la paix et à la sécurité internationale. En l'occurrence, selon pas mal d'experts, ces envois de ballons de déchets n'enfreignent pas les sanctions qui sont imposées par l'ONU à la Corée du Nord. Bref, en tout cas, suite à cette décision sud-coréenne de suspendre l'accord militaire entre les deux pays, la Corée du Sud va reprendre, je cite, l'entraînement militaire dans les zones situées autour de la ligne de démarcation militaire. Et par ailleurs, je cite, des réponses plus adéquates et plus immédiates aux provocations nord-coréennes vont être opérées. On va voir donc s'il y a d'autres réponses dans les prochains jours. En tout cas, ces tirs de ballon, ils interviennent alors que la Corée du Nord continue de développer son programme nucléaire et donc potentiellement à terme l'utilisation réelle d'une arme nucléaire. C'est un sujet
important et qui ne concerne pas que la Corée du Sud, puisque un certain nombre de pays sont impliqués dans ces discussions, y compris les États-Unis. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. On verra s'il y a du nouveau dans les prochains jours. Je vous laisse avec Blanche pour les autres actualités très importantes de la journée et je reviens juste après. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. Ce week-end, le président américain Joe Biden a dévoilé un plan pour finaliser un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas rédigé par Israël. Il prévoit notamment le retrait des troupes israéliennes des zones habitées de la bande de Gaza pendant 6 semaines et la libération d'otages. Selon Joe Biden, ce cessez-le-feu temporaire pourrait devenir, je cite, permanent si le Hamas respecte ses engagements. Israël a aussi averti que les conditions pour arriver à un cessez-le-feu permanent à Gaza n'avaient pas changé dans le plan israélien et comprenaient la destruction du Hamas. À noter qu'environ 120 000 Israéliens ont manifesté dans les rues de Tel Aviv ce samedi pour faire pression sur le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l'appelant à accepter l'accord. Les forces de l'ordre ont utilisé des canons à eau pour tenter de disperser les manifestants, selon l'agence de presse Reuters. En tout cas, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis ont appelé Israël et le Hamas palestinien à finaliser l'accord, alors que Benjamin Netanyahou est sous pression. En effet, plusieurs de ses ministres, situés plutôt à l'extrême droite, menacent de démissionner s'il acceptait l'accord. 36 439 personnes, dont plus de 15 000 enfants, ont été tuées à Gaza depuis le 7 octobre, selon le ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas. Deuxième actu, plusieurs ONG de défense des droits humains ont dénoncé les conditions de détention de prisonniers palestiniens dans la prison israélienne de Sde Tayman. Cette prison, présentée aussi comme un camp militaire, est située à 30 km de Gaza, dans le désert du Negev. Selon un chirurgien israélien qui a pu s'y rendre 1 heure quelques semaines après le 7 octobre et qui a témoigné anonymement à France Info, les détenus sur place ne seraient, je cite, pas traités comme des êtres humains. Selon lui, le camp est divisé en 2 parties, avec un centre de détention et un hôpital de campagne. Il affirme que les patients blessés par balles qu'il a pu voir n'ont pas de nom, ils seraient tous attachés et allongés sur des lits, nus et auraient les yeux bandés. Selon l'ONG israélienne Physicians for Human Rights, certains de ces prisonniers hospitalisés à Sde Tayman seraient morts, environ 40 en 6 mois. L'ONG, qui affirme que d'autres centres de rétention similaires existent en Israël, a déposé plusieurs recours devant la plus haute juridiction du pays. L'armée a ouvert en milieu de semaine dernière une enquête sur le camp. On vous tiendra au courant de l'évolution de la situation. Troisième actu, à quelques jours des élections européennes, la colère des agriculteurs reprend en France. La coordination rurale et le collectif des ultras de l'A64, des organisations et syndicats agricoles, ont annoncé une journée de mobilisation accompagnée d'agriculteurs espagnols pour protester notamment contre les règles de l'Union européenne. Ils ont décidé de bloquer pendant 24 heures les routes des 2 côtés des Pyrénées à la frontière avec l'Espagne. Concrètement, ils menacent le gouvernement et les instances européennes de multiplier les actions comme celle-ci si leurs revendications ne sont pas écoutées. Parmi elles, la détaxation complète de l'énergie alors que les activités des agriculteurs reposent énormément sur le gasoil, ou encore une harmonisation sur le prix des carburants avec les agriculteurs espagnols. Quatrième actu, pour la première fois au Mexique, une femme a été élue présidente du pays. Il s'agit de la candidate de gauche Claudia Sheinbaum, une scientifique et surtout l'ancienne maire de Mexico, la capitale du Mexique. Selon les chiffres encore provisoires, la candidate du mouvement de la Régénération nationale aurait obtenu près de 60% des voix, contre environ 30% pour son adversaire de droite, Xochitl Gálvez. Elle va succéder au président actuel, Andrés Manuel López Obrador, son mentor en politique. Dans une interview à Libération, elle a expliqué vouloir baser son programme sur 3 piliers: l'éducation, les énergies renouvelables et les femmes. Elle souhaite notamment l'égalité salariale et veut adapter son pays au changement climatique. D'ailleurs, petite anecdote, elle a avoué ne pas avoir voté pour elle-même à cette présidentielle, mais pour Ifigenia Martinez, une pionnière de la gauche mexicaine qui a 93 ans aujourd'hui, pour lui rendre hommage donc. Cinquième actu sur les JO 2024, en 1 an, l'Île-de-France a été vidée d'une partie de ses habitants les plus précaires sous la pression des organisateurs des JO. C'est ce que conclut un rapport du collectif Le Revers de la Médaille qui rassemble 80 associations d'aide aux personnes les plus fragiles. Le collectif dénonce notamment la volonté, je cite, d'invisibiliser la pauvreté en Île-de-France. Au total, selon le rapport, plus de 12 000 expulsions ont eu lieu en 1 an, du 1er mai 2023 au 30 avril 2024. Ça représente une augmentation de 38,5% par rapport à la période de 2021-2022. Les personnes concernées sont principalement des migrants, des personnes qui vivaient dans des bidonvilles, des tentes ou des squats. Et parmi ces 12 000 personnes, plus de 3 000 étaient mineurs. Là aussi, c'est assez inhabituel puisque c'est 2 fois plus de mineurs expulsés que l'année précédente et 3 fois plus qu'en 2021-2022. Selon le collectif, ces personnes ont été abritées sans leur consentement dans des sas d'accueil temporaires régionaux avec la promesse d'avoir un logement pérenne à terme, mais le collectif signale que beaucoup finissent à la rue en raison de leur situation administrative. À noter que la préfecture de la région d'Île-de-France a déclaré à France Info ne pas avoir les mêmes chiffres que le collectif et selon elle, ce serait plus de
de 5000 personnes qui auraient été déplacées de l'Île-de-France à une autre zone depuis avril 2023. Sixième actu, à Paris ce samedi, 5 cercueils de taille réelle ont été découverts au pied de la Tour Eiffel. Ils étaient recouverts d'un drapeau français avec la mention « Soldats français de l'Ukraine » selon une source proche du dossier citée par l'AFP. Ils contenaient des sacs de plâtre pour alourdir leur poids et donc faire croire qu'ils n'étaient pas vides. 3 personnes de nationalité bulgare, ukrainienne et allemande, soupçonnées de les avoir déposés, ont été interpellées dans la journée et placées en garde à vue pour violence avec préméditation, selon le journal Le Monde. Selon les infos du Parisien, l'un d'eux serait mêlé à l'affaire des mains rouges retrouvées au mois de mai dans les rues du Marais. Alors, une enquête est en cours pour déterminer s'il s'agit d'une éventuelle ingérence étrangère, donc un acte malveillant par un État étranger pour déstabiliser la France. D'après le Parisien, cet acte pourrait être une réaction aux déclarations d'Emmanuel Macron, qui avait évoqué en février le potentiel envoi de troupes françaises en Ukraine. Et on termine avec cette actu, l'américain MrBeast est devenu dimanche le youtubeur le plus suivi au monde, avec, à l'heure où je tourne cette vidéo, 267 millions d'abonnés. Il a dépassé le label de musique indien T-Series, qui occupait la première place depuis 2019. Ces derniers jours, MrBeast gagnait en moyenne 1 million d'abonnés par jour, contre 70 000 pour T-Series. MrBeast est notamment connu pour ses vidéos démesurées, dans lesquelles il met en jeu des centaines de milliers d'euros lors de défis sur sa chaîne YouTube. Il avait par exemple recréé l'univers de la série Squid Game et avait offert 450 000 $ au vainqueur. Merci beaucoup Blanche. Alors comme je vous le disais au début, cette vidéo intègre une collaboration commerciale avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. En cette période des résultats de Parcoursup, on va parler donc d'un métier qui recrute beaucoup, celui d'auditeur légal. En fait, l'auditeur légal, il a un rôle essentiel dans l'économie. C'est lui qui va venir analyser les données d'une entreprise, qu'elles soient financières ou non, pour garantir qu'elles sont fiables et sincères. Pour vous donner un exemple, c'est l'auditeur légal qui va s'assurer qu'une entreprise ne pratique pas de greenwashing, le tout en vérifiant que les informations publiées par l'entreprise reflètent bien son activité. Alors si ça vous intéresse, sachez que le secteur recrute pas moins de 20 000 nouveaux auditeurs par an, et ce jusqu'en 2030 au moins. En plus, les salaires en sortie d'école vont de 30 000 à 45 000 euros. Vous pouvez retrouver tous les détails sur ce métier et les modalités pour y accéder sur le site devenirauditeurlegal.fr. Je vous mets le lien directement en description, si jamais ça vous intéresse. Et écoutez, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres à les mettre directement dans les commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.